Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment, à propos d'une polémique qui vient d'éclater entre le candidat potentiel Éric Zemmour et l'ex-président de la République François Hollande, qui était venu témoigner au procès du Bataclan en disant « Oui, on savait que des djihadistes pouvaient emprunter, ou des terroristes pouvaient emprunter la route des migrants, mais on ne savait pas qui et quoi, on ne pouvait rien faire. » Zemmour dit le contraire, très grosse polémique de part et d'autre, et est avec nous Alexandre Delval, qui a écrit avec Jacob Sopelsa, on l'avait reçu pour ça, le très bon livre « La mondialisation dangereuse » paru chez l'Artilleur. Et effectivement, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il est établi, Alexandre Delval, aujourd'hui, pour aller au-delà de cette polémique, que, effectivement, ce qui paraît d'ailleurs chacun de son point de vue d'intérêt, même s'il est mortifère, vraisemblable, que cette fameuse route des migrants empruntée depuis des années et des années, eh bien, un certain nombre de djihadistes et d'intégristes ont emprunté cette route pour aller en Europe, eux pas pour chercher l'asile, mais pour commettre un certain nombre d'attentats, de tueries ou de massacres au nom effectivement de Daesh et autres. Ah oui, on a une certitude absolue, et c'est pas uniquement Monsieur Squarcini qui l'a dit. Et ça a rappelé qui est Bernard Squarcini. Voilà, ancien chef de la DGSI, grand spécialiste du renseignement, qui avait quitté ses fonctions peu après avoir reçu une lettre des services syriens, parce qu'il est toujours resté en bon contact avec. Il avait des bonnes relations personnelles avec les services même syriens. Après que la France ait rompu avec la Syrie. Absolument. Le milieu du renseignement, en général, garde des relations lorsque la diplomatie les rompt. Heureusement d'ailleurs, parce que quand il n'y a plus la diplomatie, si on ne pouvait pas collaborer avec des États qui, quoi qu'on en pense, ont les mêmes ennemis, ce serait quand même grave. Et pourtant, c'est ce qui a été voulu lorsque Squarcini a dit à Monsieur Valls, et moi je n'incrimine pas Monsieur Valls, contrairement à certains, qu'on avait une liste avec le nom de plusieurs terroristes francophones. Eh bien, il a reçu une fin de non-recevoir. Son successeur a voulu plaider cette cause, et à mon avis, ça venait plutôt de Hollande que de Valls, qui n'est quand même que le ministre à l'époque de Hollande. Et il a été refusé par principe, par moralisme, de rétablir des relations diplomatiques ou indirectes avec le régime syrien. C'était la condition pour avoir une liste très précise de francophones belgo-français qui étaient dans des camps d'entraînement dans l'ouest, le nord-ouest de la Syrie. On aurait pu d'ailleurs, parce qu'on avait aussi des informations là-dessus depuis 2012, on aurait pu entre 2012 et 2013 bombarder beaucoup plus des camps où il y avait ou faire des exécutions extrajudiciaires, ce que Hollande a très bien fait par la suite. Oui, il a été l'homme qui a le plus exécuté de terroristes, à peu près presque 300. Mais une fois qu'il s'est rendu compte de l'erreur de cet angélisme, de ce moralisme. Mais avant, il y avait un moralisme qui consistait à dire pas de relation, même au niveau du renseignement avec le régime syrien, qui pourtant était le meilleur connaisseur de la situation, puisque c'était en Syrie qu'il y avait 11 000 membres d'Al-Qaïda et à peu près 7 000 membres de Daesh. Alors Alexandre, moi j'ai un témoignage personnel à donner. Encore une fois, faut-il croire à la parole de Bachar el-Assad? C'est tout ce qu'on veut, sauf un ange avec des ailes. Mais il se fait inviter avec une délégation d'ailleurs de journalistes et de parlementaires par SOS Chrétien d'Orient à Damas la veille, je dis bien, des attentats du Bataclan et d'ailleurs. Et Bachar el-Assad nous avait reçus et il nous a dit très exactement ceci: j'ai demandé justement à ce qu'on ait des relations et j'ai fait envoyer aux autorités françaises, sans nommer qui que ce soit, une liste de djihadistes qui avaient regagné la France, qui s'apprêtaient à regagner la France il y a de ça un an avant. Et effectivement, les autorités françaises, parce que je demandais aussi, non pas une reprise officielle des relations diplomatiques, mais je demandais une reprise des liens, et les Français ont refusé. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, il y a eu ça. Alors aujourd'hui, à votre avis, cette polémique quand même aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'il paraît absolument normal normal, entre guillemets bien sûr, que des djihadistes ou des gens empruntent cette route, puisque cette route était là, etc. Mais est-ce à dire quand même que quand François Hollande dit il savait que des djihadistes empruntent cette route, mais on ne pouvait rien faire.
À votre avis, c'est aux géopolitiques, aux politologues que je m'adresse, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose où on dit, bon, écoutez, on accueille des migrants, comment voulez-vous, dans ces dizaines de milliers ou de milliers qui arrivent, comment voulez-vous séparer le bon gré de livrets terroristes? Alors, ce que l'on sait, c'est que s'il y avait une tolérance zéro, comme le pratique l'Australie, autour de l'océan qui l'entoure, si on pratiquait la même tolérance zéro en matière de migrants clandestins en Méditerranée orientale, personne ne pourrait arriver à Lampedusa ou dans le sud de l'Italie et personne n'arriverait en Espagne puisque le chef de la marine italienne, un amiral, a dit récemment qu'on a parfaitement les moyens, c'est faux de dire qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens avec les marines des différents pays méditerranéens d'empêcher tout navire illégal. Alors ça choque certains, mais une migration illégale, par définition, elle est illégale, donc elle est hors la loi et on a le droit de l'empêcher. La dérive depuis quelques années, c'est de dire qu'on ne peut rien faire parce que sinon on est complice, mais les vrais complices, c'est ceux qui attirent par l'appel d'air, par toutes les ONG qui accueillent ces migrants. Les passeurs, les ONG, ceux qui les aident à contourner les lois quand ils arrivent dans des ports sont les véritables complices des passeurs, puisque les passeurs ne peuvent rien sans ceux qui permettent d'arriver au port européen. Donc là, il y a une énorme responsabilité. D'ailleurs, le dirigeant de Frontex, Ruggieri, l'a dit récemment. Absolument. Et Frontex pourrait... D'ailleurs, Fabrice, je rappelle juste la phrase, vous l'avez, Fabrice Leggeri a dit, oui. C'était d'ailleurs pas si longtemps, c'était le 3 septembre, il y a un risque terroriste quand les migrants viennent d'une zone de conflit. Mais on le sait. Pour vous donner un exemple du genre de personnes qui arrivent, même quand ce ne sont pas encore des terroristes. Vous savez que ces dernières années, en 2020-2021, c'est pratiquement que des réfugiés politiques, des pseudo-réfugiés, des demandeurs d'asile. C'est de plus en plus des étrangers purs et en plus illégaux qui commettent des attentats. Sur les 8 derniers attentats 2020-2021, 7 commis par les étrangers. Soudanais, Pakistanais, Tunisiens, etc. Donc on sait qu'il y a un risque énorme. On pourrait beaucoup mieux contrôler. On pourrait mettre des moyens. Par exemple, la Grèce. D'où sont partis beaucoup de terroristes qui ont emprunté des flux qui vont de la Grèce vers les Balkans et ensuite vers l'Europe, ou alors vers la Turquie, à partir des îles grecques. On sait qu'on n'a pas de moyens suffisants, biométriques, de contrôle. Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez d'assistants de juges, parce qu'il y a quand même parce que vous savez, quand on veut contrôler quelqu'un, c'est normal, il y a des procédés. Quand on veut refuser un demandeur au titre de Dublin, vous savez, le premier demandeur de premier pays qui arrive, etc., on doit avoir un certain nombre de fonctionnaires et de moyens aussi technologiques, biométriques, etc. Eh bien, on sait que la Grèce n'avait pas les moyens d'identifier les personnes, tout simplement pour un manque d'outils et un manque d'argent. Alors que Frontex a quand même un budget assez important. On aurait pu aller aider les Grecs, qui étaient tout seuls à l'époque. De même qu'à un moment, on aurait pu aider les Italiens ou maintenant les Espagnols. À chaque fois, l'Europe se lave les mains et elle laisse des pays du Sud relativement pauvres, c'est quand même pas les plus riches, se dépatouiller pour gérer non pas leurs propres frontières. On pourrait nous dire que c'est leur problème. Non. Ils sont chargés de gérer toutes les frontières extérieures de toute l'Union européenne. C'est Schengen et tout le monde rentre, voilà. Et donc Schengen a un dysfonctionnement énorme. Et là, effectivement, Zemmour n'a pas tort quand il a pointé la responsabilité de nos dirigeants. Si le premier souci de nos dirigeants était la sécurité des Français, des Italiens, des Espagnols, des Européens, il y aurait un contrôle extrêmement sévère et un bannissement de l'immigration illégale. Une immigration illégale, par définition, elle est hors la loi. Elle devrait être empêchée. Et il est faux de dire qu'on ne peut pas. La marine des différents pays du sud de l'Europe a la parfaite possibilité d'empêcher les bateaux de quitter ces pays du sud et d'arriver dans nos ports. Nos ports peuvent refuser plein de bateaux. Alors après, on va dire c'est horrible, on les laisse mourir. Non, ceux qui les laissent mourir, c'est ceux qui créent l'appel d'air et qui font que beaucoup traversent toute l'Afrique noire pour ensuite arriver en Libye avec l'espoir d'un Eldorado qui est en fait pas du tout un Eldorado. On va se retrouver dans tous ces états. Et nous sommes toujours avec Alexandre Delval, co-auteur avec Jacques Sopelsa de La mondialisation dangereuse, paru chez L'Artilleur. Et effectivement, on parlait de cette formidable route, d'ailleurs, route des migrants, et dans laquelle, effectivement, a été empruntée par un certain nombre de djihadistes, de terroristes déguisés en migrants. C'est bien le cas de le dire. On l'a vu depuis des années, le Washington Post, le Parisien, qui ne sont pas des journaux spécialement complotistes, qui retracent le parcours des commandos de Daesh de la Syrie vers l'Europe. Les 2 Irakiens morts au Stade de France, les 2 individus arrêtés en Autriche, faute d'avoir pu rejoindre Paris, ils ont tous emprunté la route des migrants en octobre 2015, etc., etc. Et ils avaient des vrais faux passeports et tout ce qu'il faut comme attirail.
Alors, Alexandre Delval, juste pour conclure, et puis on va reparler de tout ça, bien sûr. Au fond, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est effectivement renforcer, mais est-ce qu'on peut le faire tant qu'il y a cette extraordinaire disparité en Europe de politique européenne nationale, Merkel d'un côté, Hollande à l'époque de l'autre, Macron aujourd'hui, etc., etc., etc. Est-ce que c'est envisageable ou c'est soit la maison de passe, soit la raquette où il y a que des trous, soit qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que j'explique un peu dans ce livre. L'Europe, elle est le dindon de la farce d'une mondialisation qu'elle a traduite comme mondialisme, comme suppression des frontières. Vous savez, on parle souvent de partage de souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose de pas très joli. Il faut la partager, il faut l'édulcorer. Alors qu'en fait, soit l'Europe devient une vraie souveraineté supranationale et elle a une politique de puissance et elle a une véritable politique de contrôle de ses frontières et elle a les moyens. Mais ça, c'est assez utopique parce que les États qui la composent ne veulent pas passer au stade supranational. Soit, comme le prévoit d'ailleurs Schengen, il y a des articles d'exception, on peut, par rapport à l'exception au risque, par rapport à la menace terroriste, pour des raisons sécuritaires, on peut diminuer un petit peu l'ouverture permise à l'intérieur des frontières de Schengen et on peut renforcer, rétablir, momentanément ou plus longtemps, les frontières nationales beaucoup mieux contrôlées. Moi, je voyage régulièrement. Je peux vous assurer que ce que je vous dis, c'est vraiment un témoignage personnel. Oui. Je vais dans au moins 4 pays européens pratiquement tous les mois en permanence. Le seul pays où j'entre dans une passoire, où je n'ai aucun contrôle, ni santé, Covid, ni juste un contrôle, même pas toujours de contrôle d'identité, c'est la France. Quand j'arrive en France, c'est une... Tous les autres, vous êtes Par contre, pour aller en Italie et pour aller en Espagne, alors en Espagne c'est le plus compliqué, on remplit tout un formulaire, ça dure 15 minutes, en plus du test que l'on doit avoir, ou du pass sanitaire, et en plus du contrôle d'identité. La France est une passoire, et elle l'a toujours été, et c'est une question de principe, cette lecture mondialiste, universaliste de la République qui remplacerait la France. On serait juste une idée. La France, c'est une idée. Par principe, elle devrait s'ouvrir. On l'a payé avec un des plus grands nombres de morts pour le Covid, parce que le Covid, il a été combattu en Asie par la fermeture des frontières. Les frontières, ça protège. La nouvelle mode, c'est de dire les frontières, c'est indécent. Les murs, c'est les murs de la honte. Ben, parfois, un mur ou une frontière, ça peut protéger. Et ça, il faut relire Régis Debray. Régis Debray, qui est pourtant un homme qui vient du progressisme, qui devrait plaire même à Mélenchon, mais il fait l'éloge des frontières. Donc arrêtons de dire que les frontières c'est le nazisme ou les frontières c'est le nationalisme ou le repli. Oui, autre question, Alexandre Delval, on dit toujours, mais on l'a encore dit dans cette polémique entre Hollande, Zemmour et autres, on a dit oui, mais vous comprenez, quand même, tous ces terroristes sont des Français. Donc, de quoi vous parlez, ils sont chez eux, etc. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. C'est une contre-vérité. J'ai fait le calcul en reprenant des recensions de tous les attentats depuis 2012. Depuis 2012, 92,5% des terroristes qui sont passés à l'acte, je parle pas de ceux qui auraient voulu, 92,5% sont soit des étrangers à 40%, soit des Français qui ont également une autre nationalité, en général marocaine, tunisienne ou algérienne, et aussi quelques cas de Turcs et quelques réfugiés tchétchènes ou pakistanais ou demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai chiffre, c'est 92%, un peu plus, 4,5%, d'origine étrangère ou étranger, mais effectivement, ce serait indécent, comme on nous dit, de qualifier d'étranger quelqu'un qui serait français et qui serait juste d'origine lointaine. Là, je parle de gens qui sont quand même en partie étrangers, puisqu'ils sont soit étrangers, soit binationaux. Quelqu'un qui est binational. Et en général, ils sont fichés S ou condamnés et multirécidivistes. Beaucoup d'entre eux, ouais. Si on avait appliqué la loi, et c'est pas une loi de Vichy, c'est une loi qui existe aujourd'hui, dans tous les pays démocratiques, on a le droit d'exclure de la nationalité quelqu'un qui est jugé comme mal intégré, comme un mauvais citoyen qui aurait double allégeance et qui préférait un État étranger ennemi, ou alors qui serait en défaut, hors la loi, etc. Si on avait déchu de leur nationalité tous les fichiers S qui sont de double nationalité, donc dont le droit permet de le faire, on aurait pu nous protéger. Et un certain nombre de commandos du 13 novembre, certes, étaient français ou belges, mais s'ils n'avaient plus leur papier belge et français parce qu'ils étaient franco-marocains pour la plupart ou franco-algériens, eh bien ils n'auraient pas pu passer les frontières internes de Schengen, de Hongrie jusqu'à Belgique et France, puisque en tant que citoyens qui seraient redevenus uniquement marocains ou uniquement algériens, ils auraient été bloqués. Et donc on voit bien que si la sécurité des Français et des Européens primait, on n'aurait pas dépénalisé, ce qui est très grave, l'immigration clandestine. Depuis quelques années, l'Europe a obligé les États membres à revenir sur des
des lois tout à fait démocratiques qui La existent. Commission européenne, l'Union européenne. L'Union européenne et le Conseil de l'Europe et aussi l'ONU, toutes ces grandes organisations internationales ou européennes, nous poussent depuis des années à dépénaliser la migration clandestine, et même ceux qui aident les clandestins, même eux aujourd'hui, on l'a vu avec le cas du fameux fermier niçois, des Alpes-Maritimes, il y a une dépénalisation générale. Donc c'est une véritable passoire, c'est un appel d'air, c'est une impunité, c'est un laxisme qui fait le jeu, il faut quand même le répéter, des passeurs. Pour vous donner un exemple du lien entre les différents paramètres, le plus grand passeur en Libye, Belhadj, c'est également le gouverneur militaire de Tripoli et c'est l'ancien créateur du groupe libyen d'Al-Qaïda. Cet homme a gagné 2 milliards d'euros dans le trafic de migrants. Donc, quand on nous dit qu'il faut séparer les thèmes, tout n'est pas lié. Si, en médecine holistique, on voit que tout est lié pour le corps humain. C'est pareil en géopolitique. C'est le conflit d'intérêts, on se fait un fric fou. D'ailleurs, aujourd'hui, juste écoutez Sandrine Rousseau, vous savez, la candidate écologique qui a été battue par Yannick Jadot. Mais d'ailleurs, on ne parle plus qu'Yannick Jadot, on ne parle plus que de Sandrine Rousseau, parce que tous les jours, elle nous sort une perle, et notamment celle-ci à propos du Bélarus et de ce qui se passe aux frontières polonaises. L'Union européenne doit ouvrir ses frontières à ces personnes. Et que c'est la meilleure manière finalement de ne pas de prendre la Biélorussie à son jeu. C'est la meilleure manière de ne pas leur donner la possibilité d'agir sur l'Europe en fait et de déstabiliser la frontière. Voilà. Comment effectivement piéger le Bélarus en accueillant tous les migrants. C'est l'inverse qui est vrai, parce que vous savez que Loukachenko, au départ, il avait visé les pays baltes, notamment la Lituanie. Or, il y a eu un front total en Lituanie, y compris d'une responsable politique militante LGBT et plutôt progressiste. Tout le monde a fait front pour dire on est un trop petit pays, on peut pas se permettre, et on bloque totalement. Et bien, c'est pour ça que Loukachenko a plutôt préféré la Pologne, parce qu'il y a une polémique en Pologne avec les pressions européennes et les sanctions européennes. Il y a une opposition polonaise qui commence à être pro-migrante et qui est travaillée par la Commission européenne. Et donc, il savait que lorsqu'il y a une culpabilité, un débat, une faiblesse... Il y a une faille dans laquelle on peut rentrer. Voilà, Loukachenko, comme Erdogan, comme Poutine, ne respectent pas la faiblesse, et ils savent qu'effectivement, c'est notre culpabilité qui est notre pire ennemi. Ça, je l'ai toujours dit, notre pire ennemi, il n'est pas externe, il est notre culpabilité. Et tant qu'on envoie un message de culpabilité, qu'on n'ose pas refouler un migrant clandestin, donc qui vient violer des frontières, c'est quelque chose qui est une infraction. Tant qu'on considère qu'une infraction est quelque chose de bien, et bien effectivement, et donc à ce titre, on n'ose pas appliquer les lois, parce qu'il y a quand même des lois qui permettent de contrôler les frontières, et bien effectivement, ces coquins, qui ne sont pas effectivement des anges, vont en profiter, et j'allais dire, de leur point de vue, ils n'ont pas à se gêner, parce que nous nous gênons pas pour donner des leçons de morale, pour critiquer systématiquement les affaires internes. À mon avis, c'est une erreur. On ne devrait pas critiquer les affaires internes d'un pays tant que ça ne menace pas nos intérêts nationaux. Regardez, en soutenant les Kurdes, on s'est mis Erdogan à dos, et la Turquie à dos en général. En soutenant une opposition pro-occidentale, on s'est mis les Ukrainiens pro-russes, les Russes à dos, on s'est mis les Biélorusses à dos. Rappelez-vous la Géorgie. Tout ça, c'est le résultat des néoconservateurs européens et américains qui, depuis 2003, ont lancé des révolutions oranges en systématiquement voulant étendre l'occidentalisme à des pays qui ne veulent pas de nos valeurs. Rappelez-vous Brzezinski qui disait vive les islamistes. Voilà. Mais on paye très cher. Ce moralisme, on le paye très cher parce que ça irrite un certain nombre de pays. Alors, on pourrait dire c'est dégueulasse que dit Delval parce qu'il veut pas exporter les droits de l'homme partout. On va pas laisser massacrer les Kurdes quand même aussi. Bien entendu, mais de toute façon il le massacre de toute façon. Est-ce qu'Erdogan, depuis qu'on l'a ennuyé avec ses affaires internes de violation des droits de la démocratie, et depuis qu'on a engagé un processus d'entrée dans l'Union européenne qui a impliqué, vous savez, pas mal de l'acquis communautaire, ça veut dire on a demandé à la Turquie de se conformer à notre droit, est-ce que la Turquie se comporte mieux avec les Kurdes? Non, elle a jamais autant emprisonné et massacré de Kurdes. Au contraire, certains disent que ce moralisme et cette volonté d'occidentaliser tous ces pays créent chez eux une panique, une peur pour leur souveraineté, parce qu'ils savent très bien que ça finira avec un renversement. Les révolutions arabes ou les révolutions de couleur, c'était quoi? C'était des ONG occidentales appuyées par des pays occidentaux qui veulent faire du regime change, et ça suscite chez eux des réactions ultranationalistes. Regardez El-Sisi en Égypte, c'est la réponse au printemps arabe aidée par l'Occident. Et regardez comment Poutine aujourd'hui est anti-occidental, c'est une réponse à cet occidentalisme qui veut s'exporter en donnant des leçons de morale et en se mêlant des affaires internes.